Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième journée du Printemps de l'économie. Je suis chargé d'animer une table ronde qui s'intitule « Le dilemme des banques centrales ». On va d'abord définir évidemment ce qu'est ce dilemme-là. Alors, moi, je m'appelle Guillaume de Calignon, je suis journaliste au journal Les Échos. Et alors, avec moi, j'ai tout à ma droite donc Anna Boata, qui est directrice de la recherche économique d'Allianz Trade. Ensuite, j'ai Florence Pisani, qui est économiste et directrice de la recherche économique chez Candriam. Patrick Artus, qui est conseiller économique senior chez Natixis, Isabelle Job-Bazy, qui est directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole. Et enfin, Olivier Garnier, qui est directeur général à la Banque de France, en charge des études et des relations internationales. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dilemme des banques centrales ? En fait, avec la crise du Covid et la guerre en Ukraine, les banques centrales sont confrontées à une situation qui est quand même très compliquée, parce que l'inflation est forte, de l'ordre de 10% en moyenne dans la zone euro. Et en fait, cette hausse des prix, elle s'étend petit à petit à différents secteurs de l'économie et elle entraîne une perte de pouvoir d'achat des ménages. Donc, un recul de la croissance, probablement, dès maintenant. Alors, dans un environnement d'inflation durablement plus forte, que peuvent faire les banques centrales ? Si elles luttent réellement contre l'inflation, il faudrait qu'elles relèvent vraiment fortement leur taux d'intérêt, et ça risque d'aggraver la récession. Si elles ne réagissent pas à l'inflation, ce serait prendre le risque que les prix s'emballent et que le prix à payer pour sortir de cette spirale soit encore plus élevé par la suite. Alors, j'ai envie de me tourner pour la première question vers Olivier Garnier, qui travaille quand même au cœur du réacteur, c'est-à-dire la Banque de France. Et j'ai envie de vous poser cette question, Olivier. Est-ce que les banques centrales doivent absolument relever leur taux aujourd'hui pour lutter contre l'inflation ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Là, je suis très heureux d'être devant cet hémicycle, devant un public où je me dis, en vous regardant, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais connu ce qu'était l'inflation par rapport à ma génération, puisque d'ailleurs vous n'avez dû connaître que l'euro. Et donc, depuis le début de l'euro, l'inflation a soit été, durant la première décennie des années 2000, autour de 2%, et puis après, à partir de la deuxième décennie de l'euro, là, on avait une inflation qui, de notre point de vue, était trop basse, puisqu'elle était plutôt autour de 1%. Or, l'objectif de la Banque centrale européenne, c'est 2%. Alors pourquoi d'ailleurs, vous pourriez dire pourquoi il faut 2% ? 2%, ce qu'on a coutume de dire, c'est un peu comme le 37 degrés de la température du corps. Il y a un peu une température. Si vous avez 36, là vous êtes un peu anémique. Donc c'est la situation d'une économie qui n'a pas d'inflation, même ce qu'on appelle de la déflation, donc des prix qui baissent. Et puis en revanche, quand il y a des prix qui augmentent trop d'inflation, là c'est un peu de la fièvre, comme si vous avez 39 de température. Et on voit bien aujourd'hui donc, dans la zone euro, puisque nous, au niveau Banque centrale européenne, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'inflation en France, mais c'est l'inflation dans l'ensemble de la zone euro, qui est à 10% aujourd'hui, qui est à un peu moins de 5%, même lorsqu'on exclut l'énergie et l'alimentation. C'est quoi le problème ? On le voit bien, quand vous avez une inflation à 10% comme aujourd'hui, ça devient compliqué pour négocier les salaires, si vous êtes une entreprise, pour fixer vos prix, parce qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est plus simple, à la limite, s'il y avait chaque année une inflation faible, vous êtes dans une situation où vous ne vous posez plus tellement la question de savoir ce qu'est l'inflation, le niveau de l'inflation. Lorsque l'inflation devient très variable et élevée, là, ça pose un problème. Donc c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est le mandat qui nous a été donné en tant que Banque centrale, c'est d'assurer que sur le moyen terme, l'inflation soit autour de 2%. Et dans ce cadre-là, on a un instrument, notre principal instrument, même si ce n'est pas le seul, mais là, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est le taux d'intérêt qui régule notamment le coût du crédit, le coût des financements dans l'économie. Donc, quand l'inflation était trop basse, je l'ai dit, quand l'inflation
était allé plutôt vers zéro. Là, on a baissé les taux d'intérêt et même, ce qui était inédit, on est même allé avec des taux d'intérêt négatifs jusqu'à moins 0,5%. Et là, maintenant, où l'inflation est trop haute, nous remontons les taux d'intérêt. Donc, on est déjà passé de moins 0,5 à plus 0,75 et nous avons dit que nous allons continuer à monter les taux d'intérêt. Ce n'est pas quelque chose qui est fait seulement en Europe. Vous pouvez regarder, la plupart des banques centrales dans le monde aujourd'hui remontent leurs taux d'intérêt. Mais alors, si les banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt, Anna Boata, par exemple, ça va évidemment renchérir le coût de l'argent, c'est-à-dire que les entreprises vont avoir tendance à moins investir parce qu'en fait, ça leur coûtera plus cher. Donc, est-ce qu'en faisant ça, les banques centrales ne risquent pas d'aggraver la récession, et notamment en Europe, puisqu'on a une récession qui se profile cet hiver? Oui, effectivement, le moment de ces hausses de taux est peut-être un petit peu incertain, pas un petit peu, mais même beaucoup, du fait de la crise énergétique. Donc effectivement, comme on l'a mentionné, on a plus de la moitié de ces hausses de prix qui sont dues au prix énergétique, qu'on arrive maintenant à contrôler plus largement au sein des pays européens. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça va empêcher d'autres hausses de prix de la part des entreprises, par exemple. Chez Allianz Trade, donc assureur crédit, leader mondial, on fait quoi? On regarde l'état des entreprises dans le monde, en Europe, en France, et on assure justement contre le risque de non-paiement. Donc ça veut dire que quand on est un fournisseur, qu'on livre quelque chose à une autre entreprise, notre client, elle a le droit de nous payer à 30, 60 jours. Mais qu'est-ce qui se passe si cette entreprise n'a plus les moyens de nous payer en retour? Donc c'est là où c'est l'erreur de l'assureur crédit, pour justement empêcher une crise de liquidité et compenser en fait ce manque de paiement. Et donc là aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a une transmission assez lente de la hausse des taux passés de la BCE sur les taux de prêts bancaires pour les entreprises. Donc c'est une bonne nouvelle. Par exemple, en France, depuis le début de l'année, si on parle des prêts de moyenne taille, entre 250 000 et 1 million d'euros, on était à peu près à 70 points de base, donc 0,7%, jusqu'à 5 points de base, 1%. Donc c'est pas non plus, et on part des niveaux très bas, donc on est encore entre 2 et 3%. Mais la question se pose, le pire est encore à venir, puisque cette transmission était lente jusqu'à maintenant, parce que les entreprises avaient encore beaucoup de trésorerie, et ont encore beaucoup de trésorerie, mais pas toutes les entreprises, surtout les grandes entreprises. Donc la question se pose, jusqu'à où les taux vont augmenter d'ici mi-2023, et est-ce qu'on peut assister justement à un problème de financement pour ces entreprises? Donc là, nous, aujourd'hui, effectivement, chacun a ses prévisions en tant qu'équipe de recherche économique. On prévoit encore une augmentation de 150 points de base, donc 1,5% du taux de la BCE, taux directeur de la BCE, d'ici mi-2023, qui aurait effectivement une transmission de plus de 200 points de base, 2% sur les taux bancaires des entreprises. Donc à ce niveau-là, même si effectivement la maturité des prêts d'entreprise est plus longue, on est aujourd'hui avec plus de la moitié des prêts à plus que 5 ans, même si effectivement il y a encore de la trésorerie, même si on a transformé plus de prêts de taux variable à taux fixe, donc on peut éviter une crise de liquidité à court terme, on aura une crise de profitabilité. Donc ça veut dire qu'en fait on va payer plus cher quand même, soit les nouveaux prêts, soit les prêts qui sont à taux variable. Et donc cette crise de profitabilité qui se profile, donc c'est estimé à 3 points de marge, donc c'est quand même beaucoup parce que si on rajoute des salaires qui vont augmenter, c'est comparable au choc de la Covid. Donc qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Parce que les mesures du gouvernement sont en train de compenser certaines pertes, mais pas toutes les pertes, dans un environnement où effectivement la demande ralentit, voire baisse, puisque on n'est pas tous égaux face au gap énergétique qui se profile aussi. Donc effectivement, la question se pose sur l'amplification finalement de ce cycle de financement, de la récession. Et puis je pense que finalement, même si on va résister à ces hausses de taux, puisqu'encore une fois, on a encore 35% de plus de cash dans nos trésoreries que ce qu'on avait par rapport à la pré-Covid. Voilà, c'est une question de liquidité dans l'ensemble. C'est une question du système financier qui résiste ou pas à des chocs de resserrement monétaire. Parce qu'on parle souvent des taux,
mais est-ce qu'on va parler aussi de resserrement de liquidité? Et je pense que ça, c'est pour moi la clé pour comprendre jusqu'à où on peut aller et quand est-ce que les banques centrales peuvent s'arrêter devant le feu rouge, pour prendre une métaphore de tout à l'heure. Clairement, on voit aujourd'hui le Royaume-Uni, c'est le parfait exemple de quand on va trop loin, trop vite. Alors vous, Isabelle, vous pensez qu'il faut que les banques centrales... Enfin, où est-ce qu'elles doivent s'arrêter? À quel moment on leur dit, bah écoutez, là, enfin on leur dit, c'est elles qui prendront la décision, mais à quel moment est-ce que les hausses de taux vont devenir problématiques et créer du chômage? Moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit par Anna, sur cette idée qu'il peut y avoir à un moment donné un arbitrage entre stabilité monétaire, donc la stabilité des prix, qui est le mandat de la BCE, et puis la stabilité financière. Alors simplement pour rappel, puisque effectivement vous êtes bien jeune dans la salle, ça fait plus de 10 ans qu'en absence d'inflation, eh bien, les banques centrales, elles ont pu maintenir des politiques monétaires alors qu'on peut sûrement considérer trop accommodantes pendant trop longtemps, donc des taux très très bas, et puis des injections massives de liquidités. Et ces injections massives de liquidités, elles ont eu bien du mal à trouver le chemin de l'économie réelle. Elles sont plutôt allées se déverser sur les marchés financiers et ont été aspirées par des hausses de prix des actifs financiers. Et globalement, en fait, ces politiques monétaires très ultra accommodantes, eh bien, elles ont nourri des déséquilibres financiers. On vient d'en parler, inflation des prix d'actifs, mais aussi parce que les taux étaient très bas, eh bien, ça nourrit l'endettement. Hein, en fait, on a une accumulation de dettes au niveau global, on a un niveau de dette record au niveau mondial, et puis aussi probablement des prises de risques excessives sur les marchés financiers, puisque comme les taux étaient très bas, eh bien, les investisseurs étaient en recherche de rentabilité. Donc on voit bien qu'on a eu donc ces excès financiers qui étaient en fait soutenus ou viabilisés par ces politiques monétaires très accommodantes. Au moment où on enlève la perfusion, on se pose la question de qu'est-ce qui peut se passer sur les marchés. Alors, il faut dire, et moi j'en suis la première surprise, que jusqu'à présent, les banques centrales, elles ont plutôt bien géré le resserrement, puisque certes, les marchés corrigent, mais ça se fait de manière ordonnée. Mais reste quand même un point d'interrogation de savoir, enfin voilà, à un moment donné, est-ce qu'il ne risque pas que, compte tenu de l'accélération du rythme de resserrement du niveau des taux d'intérêt, eh bien qu'on ait des débouclages qui, là, pour le coup, se fassent de manière beaucoup plus désordonnée, avec peut-être même des phénomènes de panique sur le marché que l'on a connus dans le passé, alors qu'on a des éléments de vulnérabilité qui ont été soulignés par Anna, un monde trop endetté, ce qui viabilisait ces trajectoires de dette, c'était des taux très bas. Si les taux remontent trop vite, eh bien, ça peut poser des questions de solvabilité pour un certain nombre d'agents. Et puis, comme je disais, beaucoup d'excès dans tout ce qui est, alors vous connaissez peut-être pas, mais tout ce qui est finance leveragée, tout ce qui est les dettes des entreprises à haut rendement. On a accumulé beaucoup de leviers, d'endettement, et donc de fait qui est sensible à ce qui peut se passer sur la politique, du côté de la politique monétaire. Donc un arbitrage qu'elles ont su avec doigté gérer jusqu'à présent, mais il y a quand même un point d'interrogation sur la suite de l'histoire. Florence, quand Isabelle parle d'acteurs économiques qui pourraient être fragilisés par la hausse des taux, c'est plutôt des États, des banques, des grandes entreprises. Vous avez, par exemple, au Royaume-Uni, on a vu depuis 3 semaines que l'État, qui a dit, enfin, par la voix de le Premier ministre Liz Truss, qui a décidé de baisser les impôts, d'augmenter le déficit public, et finalement les marchés lui ont dit nous on ne finance pas ça. Donc est-ce que cette hausse des taux, ça fragilise pas aussi finalement une bonne partie du système? Alors, il y a des fragilités financières. En même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les banques centrales aujourd'hui montent les taux, c'est-à-dire de garder les taux bas. On sait que ça pousse, et c'est mécanique, les acteurs à prendre du risque. C'est bien ce que veulent faire les banques centrales. Quand on garde des taux bas, c'est pour inciter des agents à dépenser, à emprunter un peu plus et à dépenser un peu plus pour soutenir l'activité.
Donc ça, c'est la période qu'on a traversée avant la crise de la Covid. Et les banques centrales ont maintenu des taux bas justement pour qu'on incite un certain nombre d'acteurs à dépenser un peu plus. Donc quand on remonte les taux, évidemment, c'est pour arrêter, en particulier pour éviter que cette prise de risque ne soit trop importante. Et pourquoi la Banque centrale monte les taux? Il y a une première raison, alors qu'on n'évoque pas toujours, mais il faut bien comprendre par où ça passe. Quand la Banque centrale monte les taux, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente le coût du crédit. Et en particulier, un des mécanismes de transmission qui marche très bien, c'est le crédit immobilier. Quand je monte les taux, j'augmente le coût du crédit immobilier et j'espère freiner et détendre un peu l'activité sur le marché immobilier. Je crois que du côté des banques centrales, et c'est vrai aux États-Unis, c'est encore plus vrai aux États-Unis, on a des hausses de taux du coût d'emprunt hypothécaire qui sont de l'ordre de 400 points de base, 4% de hausse des taux d'intérêt, et ça va freiner l'investissement résidentiel. Pourquoi elle le fait? Pour essayer de détendre la demande et de ramener l'économie à un niveau plus soutenable par rapport au potentiel. En Europe, quand on monte les taux d'intérêt, on veut faire la même chose, on veut détendre le marché immobilier. Il faut rappeler que tous les prix immobiliers en Europe sont fortement montés, c'est ce qu'Isabelle disait tout à l'heure. Il y a des effets secondaires à la politique de taux bas, les prix sont fortement montés, il faut détendre ce marché immobilier. On a des ménages en Europe qui empruntent à 20 ans, à 25 ans. Dans certains pays, il y a des ménages qui empruntent sur 35 ans. C'est extrêmement long. Donc, on a détendu, on a utilisé au maximum les capacités d'endettement. Donc, remonter les taux pour des raisons de stabilité financière, c'est effectivement un des éléments de la politique de la Banque centrale. Mais d'un autre côté, les salaires augmentent relativement peu, en tout cas pour l'instant, en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. L'inflation en Europe, il me semble que c'est d'abord l'énergie. Donc, alors, quand vous montez les taux d'intérêt, est-ce que vraiment, par quel canal ça a un impact sur l'inflation globale? Le but de la Banque centrale, c'est pas de contrôler les prix de l'énergie. Elle peut rien contre ça, voilà. Et ça, elle le sait parfaitement. Et d'ailleurs, Isabelle Schnabel, qui est membre du board de la BCE, l'a expliqué. Elle a dit, quand on monte les taux, on n'espère pas contrôler les prix de l'énergie. C'est pas ça que vise la Banque centrale. Ce qu'elle veut éviter, c'est des effets de second rang. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui monte, qui est en train de se généraliser. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de prix qui montent au-delà de l'inflation énergétique et de l'inflation alimentaire. Si vous regardez l'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, en Europe, elle est à 5%. Donc, il y a une diffusion vers ces prix-là. Et ce que veut éviter la Banque centrale, c'est quoi? Eh bien, c'est d'éviter que cette inflation ne se transmette sur les salaires et qu'on ait, ce qu'on a observé par le passé, des spirales salaire-prix qui s'enclenchent. Et une des leçons, je crois, de la politique monétaire, et ça c'est très clair, c'est une des leçons des années 70, c'est que dans les années 70, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé l'inflation déraper, on a laissé les anticipations d'inflation monter. Plus l'inflation montait, plus les salaires montaient, plus les entreprises montaient les prix. Alors à l'époque, il y a une indexation parfaite des salaires sur les prix. Et on s'est retrouvé au début des années 80 avec une inflation extrêmement élevée qui a conduit à quoi? Qui a conduit la Banque centrale américaine, sous l'égide de Paul Volcker, à essayer de reprendre le contrôle de l'inflation. Et comment il a repris le contrôle de l'inflation? En montant très très fortement les taux. On est arrivé à 20% de taux directeurs, des taux qui sont montés à 20% pour reprendre, casser cette spirale prix-salaire et reprendre le contrôle de l'inflation. C'est extrêmement coûteux. Ça a fait une récession très profonde aux États-Unis. Ça a été très compliqué pour la Banque centrale. Il y a eu des protestations, il y a eu des allers-retours, une pression sur la Banque centrale pour qu'elle arrête de monter les prix et qu'elle arrête de provoquer un ajustement extrêmement coûteux sur le marché du travail, un taux de chômage qui est fortement remonté. Et la conséquence, et c'est les leçons qu'on en tire, c'est qu'il vaut mieux éviter de se retrouver dans un contexte où la Banque centrale serait vraiment en retard, laisserait ses anticipations d'inflation déraper et serait obligée demain de provoquer une récession massive pour reprendre le contrôle de l'inflation. Donc je crois que c'est ça qu'essaye de faire la Banque centrale. Isabelle, Oui, non, je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit, puisque effectivement on a, même si on n'est pas tous d'accord sur le sujet, mais il y a une nature d'inflation qui est un petit peu différente entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, clairement, on était dans une économie en surchauffe
et par des plans. Oui, je sais que Patrick n'est pas d'accord, mais moi c'est ma conviction qu'il y avait eu des plans de relance qui étaient surdimensionnés, qui ont alimenté une surconsommation, des très fortes tensions sur le marché du travail. On a parlé de grandes démissions, mais je ne veux pas développer ici. Donc il me semble que la nature de l'inflation est un petit peu différente, puisqu'en Europe, si on regarde, certes, on a eu aussi une reprise rapide de l'activité, etc., mais probablement pas avec les excès qu'on a pu connaître aux États-Unis. Et ce qui aujourd'hui cause essentiellement notre inflation, c'est la hausse des prix de l'énergie, des prix des denrées alimentaires, et ça c'est lié en partie, pour une grosse partie, par le choc du conflit russo-ukrainien. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait se dire effectivement pourquoi la BCE monte ses taux, puisqu'elle ne peut pas faire levier sur ces prix des matières premières. Elle ne peut pas mettre du gaz dans les gazoducs à la place de la Russie. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle est légitime à remonter ses taux, sachant qu'elle ne pourra pas faire levier sur cette inflation? Moi, je vois 3 raisons et qui vont faire rebond à ce que dit Florence. Premièrement, oui, l'inflation, c'est un phénomène psychologique, avec effectivement la nécessité d'ancrer les anticipations pour éviter cette boucle prix-salaire, cet emballement de l'inflation. Deuxièmement, quand on parle de boucle prix-salaire, c'est-à-dire que en fait, quand les prix augmentent, si moi je m'attends à ce que les prix augmentent de 8% l'année prochaine, je demanderai une hausse de salaire de 10. Exactement, et puis du coup ça recrée, parce que c'est un coût pour les entreprises, elles sont obligées d'en répercuter tout ou partie, et tout ça s'auto-alimente. Donc il faut éviter que ça parte dans cette dérive inflationniste. Deuxième élément, ça va très très vite en termes de hausse des taux aux États-Unis. Et donc, on s'est retrouvé avec un creusement du différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe. Ça devenait beaucoup plus attractif en termes financiers d'aller aux États-Unis qu'en Europe, et ça a contribué à renforcer le dollar et à abaisser l'euro. Le problème, c'est quand l'euro baisse, eh bien, ça ajoute de l'inflation sur l'inflation. Ça fait de l'inflation importée. Donc, ce n'est pas dans l'objectif de la Banque centrale, elle n'a pas de cible de taux de change, mais elle regarde le change comme un facteur possiblement qui peut venir alimenter davantage d'inflation. Et puis, dernier élément, ça a été dit, on a vécu très longtemps où il n'y avait pas d'inflation, on a pu maintenir des taux très très bas. La donne est en train de changer, on pourra peut-être parler de savoir est-ce que c'est plus structurel, ce qu'on va vivre en termes d'inflation, et donc on doit remettre les niveaux de taux d'intérêt beaucoup plus conformes à un environnement qui est plus inflationniste. Après, c'est la question du dosage, comme on vient de dire. Anna. Pour compléter, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde avec Isabelle, mais juste pour compléter, c'est ce choc d'offres qui est très important aussi de mon point de vue. On a à peu près 50%, on disait l'énergie, Olivier nous a dit, mais on a, qu'est-ce qui est l'autre 50%? Donc on a le split entre la demande et l'offre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes d'offres qu'on a pu avoir, qu'elles soient dues à la Covid, il ne faut pas l'oublier, ou à la guerre, comptent à peu près pour 40%. Donc une partie, ce sont les blocages qu'on a eu sur les chaînes de valeur et qui sont en train de se réduire, et une partie, c'est l'euro faible, puisqu'on importe tous. Et ça, c'est valable aussi aux États-Unis. Mais la différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que le problème de demande de cette surchauffe est très très faible. On est aujourd'hui peut-être à 10% de l'inflation, parce que oui, effectivement, on avait une reprise et la demande était assez forte, contre plus d'un tiers aux États-Unis. Donc clairement, on a ces déséquilibres sur les sources d'inflation. Je pense que c'est important de le savoir et aussi comprendre qu'on est dans un autre cycle en ce moment. On est dans un cycle où la demande mondiale ralentit, les prix à la production asiatique ou chinois, puisqu'on continue quand même à être très dépendant des importations d'Asie, sont en train de décélérer très fortement. Donc on va importer aussi des sources d'inflation ou des prix des inflationnistes. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Ça pourra prendre peut-être plus de temps parce que les prix, comme vous savez, sont assez rigides à la baisse. Donc ça pourra prendre du temps. Et si la récession n'est pas très forte, du coup, on ne va pas voir une inflation décélérer très très vite. Mais on a ces sources des inflationnistes qui commencent à se voir et des surcapacités dans le secteur du manufacturier, parce que la demande s'ajuste très très vite et parce qu'on est en train d'équilibrer les sources, les problèmes sur l'offre. Donc je pense que c'est aussi un point assez important à prendre en compte. Ok, alors Patrick, vous êtes, comme on dit, le faucon, c'est-à-dire le type qui veut que la Banque centrale augmente ses taux très vite, très haut.
Bonjour à tous. Je comprends pourquoi les banques centrales n'ont pas envie de remonter les taux d'intérêt. Attendez, elles le font quand même. Oui, enfin, bon, significativement. Les États se sont pris l'habitude de s'endetter beaucoup à des taux d'intérêt très bas et ça rompt cette habitude. Et surtout, à un très mauvais moment parce que les États ont plein de besoins de dépenses, la transition énergétique, la guerre en Ukraine, l'éducation, etc. Et puis, effectivement, comme le disait Jay Powell, on a une seule technologie disponible pour faire baisser l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation qui vient des salaires, c'est de faire monter le chômage. Et donc si on ne veut pas faire monter le chômage, autant abandonner tout de suite l'idée de lutter contre l'inflation. Voilà, donc les banques centrales, et puis la finance, les risques financiers, effectivement, nous l'avons tous dit, il y a des bouts de la finance où on a pris de mauvaises habitudes, on a pris trop de leviers d'endettement, on a pris des mauvaises habitudes de valorisation, etc. Donc les banques centrales n'ont pas envie de monter les taux d'intérêt et elles espèrent qu'elles pourront s'en dispenser. Malheureusement, elles ne vont pas s'en dispenser parce que le retard pris, alors moins aux États-Unis, et aux États-Unis, enfin tous l'ont dit, il y a des circonstances très particulières. Le dollar est très fort, ça fait de la désinflation importée. La politique budgétaire est très restrictive, ça fait de la désinflation par la baisse de la demande intérieure. Et donc la Réserve fédérale a un rôle d'appoint dans tout ça. Finalement, le dollar et la demande intérieure font le travail de désinflation. Mais en Europe, les prix des importations augmentent de 32% sur un an. Uniquement ça fait 7 ou 8 points d'inflation en plus. On a la guerre en Ukraine, on a des prix de l'énergie qui sont 4 fois plus chers qu'aux États-Unis, et les gouvernements font cette politique bizarre de soutenir la demande, des ménages. Les déficits publics seront plus élevés ou à peu près un peu plus élevés l'année prochaine que cette année, alors qu'aux États-Unis, il y a 8 points de baisse du déficit public sur un an. Donc on a un environnement qui est beaucoup plus inflationniste en Europe. Et si la BCE compte s'en tirer en ramenant les taux d'intérêt à 2,5 ou 3%, ce qui est à peu près ces déclarations, ce qu'attendent les marchés financiers, elle ne s'en tirera pas comme ça. Si la BCE montre que les taux à 2,5 ou 3, les négociations salariales vont s'amplifier, les hausses de salaire vont devenir plus fortes. Regardez ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le pays de l'Est. Ça veut dire qu'en fait, nous, Européens, on a le choix entre quoi l'année prochaine ? On a le choix entre laisser filer l'inflation, ce qui est une solution. Et puis, comme Anna dit, l'inflation, elle finira bien peut-être par s'enlever progressivement parce que les prix des matières premières baissent, etc. Mais renoncer à l'espoir de ramener l'inflation à 2% ou à 2,3% en 2024. Si on laisse filer l'inflation, elle sera de 5, 6, 7% en 2024. Mais peut-être que c'est acceptable d'un point de vue économique. Je crains que ce ne soit pas acceptable d'un point de vue institutionnel, que la BCE ne peut pas faire ça. Et donc, dire la vérité aux opinions, qu'il va falloir monter les taux d'intérêt, beaucoup plus que ce qui est anticipé aujourd'hui, y compris par les marchés financiers, pour ramener l'inflation à peu près à 2% en 2024. Et si on fait la comparaison Europe-États-Unis, si les États-Unis arrivent à faire ça avec un environnement qui est très désinflationniste, à nouveau le dollar fort, l'Europe devrait utiliser des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les États-Unis pour arriver au même résultat. Donc le taux d'intérêt qui probablement ramènerait l'inflation européenne à 2% en 2024, c'est autour de 7% probablement. Oui, mais il me semble que le problème, c'est qu'avec un taux à 7%, on a une récession énorme. Mais attendez, on n'a pas une récession. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Traîner une inflation qui va provoquer des revendications salariales compliquées, qui va pouvoir s'auto-alimenter pendant des années, ou tuer l'inflation en un laps de temps extrêmement court, ce que fait la Réserve fédérale,
Moi, j'hésite. Hein, je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir 6 mois de taux d'intérêt à 7% et puis après baisser les taux rapidement, ou traîner des taux d'intérêt insuffisants pour tuer l'inflation et traîner l'inflation jusqu'à la fin des temps? On ne parle pas de taux d'intérêt à 7%. Enfin, 7, c'est un chiffre, c'est une invention. Hein, mais jamais la BCE fera ça d'ailleurs. Mais des taux d'intérêt substantiellement plus élevés que ce qui est attendu, peut-être que c'est une bonne politique parce que ça casserait l'inflation rapidement, ça ferait remonter l'euro, ce qui est le vecteur le plus rapide de réduction de l'inflation, et ça permettrait très vite de rebaisser les taux derrière. Et puis, se rappeler qu'on a toujours fait ça. Depuis les années 80 jusqu'à 2009, on a toujours fait cette politique. On a fait des politiques assez brutales de hausse des taux d'intérêt pour casser très très vite l'inflation avec un coût assez faible en chômage, parce que c'était des politiques qui avaient des effets extrêmement rapidement. Enfin, moi, j'hésite, et moi, je trouve que ce qui n'est pas bien, je m'adresse aux représentants du système européen de banque centrale. Évidemment, j'ai bien l'intention. Ce qui est pas bien, c'est d'entretenir l'illusion qu'en montant les taux à 2,5%, on va pouvoir ramener l'inflation à 2% en un an et demi. Ceci est impossible, compte tenu de la dynamique salariale, la dynamique du change, ceci ne peut pas se produire. Donc voilà, donc il faut choisir son camp. Donc soit on choisit de ne pas lutter réellement contre l'inflation et on accepte d'avoir de l'inflation beaucoup plus longtemps, soit on choisit de lutter contre l'inflation et on le fait vraiment. Mais moi, je trouve que les prévisions de la BCE n'ont absolument aucune crédibilité. Bon, Olivier. Alors, c'était répété. Hein, oui. Non, mais... Bon. Premièrement, Patrick, nous n'avons jamais dit jusqu'à quel niveau nous allons monter les taux. Le niveau des taux d'intérêt vers lequel on le montera, il va dépendre justement de ce qui se passe sur l'inflation. Donc là, tu citais un chiffre. Ce chiffre n'a jamais été donné par un responsable de la Banque centrale européenne. Deuxièmement, sur États-Unis et Europe, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis sur le fait que finalement l'Europe serait dans une situation plus inflationniste que les États-Unis. Si je regarde le marché du travail, aux États-Unis, si on prend les emplois, il y a à peu près un chiffre que cite souvent d'ailleurs Jay Powell, c'est que pour 2 emplois vacants, il y a un chômeur. Donc il y a plus d'emplois vacants que de chômeurs. Si je prends le même ratio en Europe, c'est l'inverse. Pour un emploi vacant, il y a 4 chômeurs. Oui, mais Olivier, si tu prends les difficultés d'embauche déclarées par les entreprises, elles sont pires en Europe qu'aux États-Unis. Oui, mais là, qui peuvent relever d'autres facteurs. Bon, le taux de chômage, si on regarde aussi ce que les économistes appellent l'écart de production ou le niveau de la demande par rapport à la période pré-Covid, on a eu la demande de biens aux États-Unis, elle est très supérieure à ce qu'on avait en 2019 avant Covid. Ce n'est pas le cas en zone euro, elle est tout juste revenue à son niveau d'avant Covid. Donc on n'est pas dans le même type de situation. Et sur le dollar, là, toutes les études montrent que l'effet, la transmission sur l'économie américaine, sur les prix du dollar est finalement assez limité. Il y a plus d'effets, je suis d'accord, d'effets inflationnistes de la baisse de l'euro sur la zone euro. L'effet dollar est assez faible. Donc je crois, c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis ont monté leur taux d'intérêt plus tôt et plus vite, parce qu'ils n'étaient pas dans la même situation. Ça ne veut pas dire que, alors là je ne dis pas du tout ce que l'on sera amené à faire nous, mais il faut bien avoir en tête le fait que la zone euro ait remonté ses taux après, ça vient du fait que la zone euro n'était pas dans le même type de situation que les États-Unis. Et en plus, nous, on sort quand même d'une décennie où l'inflation... Il faut se souvenir qu'il y a 2-3 ans, beaucoup de gens nous disaient « vous n'arriverez jamais à faire 2%, vous êtes le nouveau Japon ». Il y a au moins une bonne nouvelle. Si je regarde dans le monde aujourd'hui, le Japon, lui, il a encore du mal... alors qu'il subit pourtant la hausse des prix des matières premières et la hausse des prix importés, son inflation est tout juste à 2% et son inflation sous-jacente est inférieure à 2%. Donc on n'est pas dans la même situation que le Japon. Mais on n'est pas non plus dans la situation des États-Unis. Et si je peux me permettre, simplement peut-être pour donner du chiffre, et ça Olivier me contredira, donc il y a 10% en moyenne d'inflation en zone euro. L'inflation sous-jacente, donc on l'expurge des composantes volatiles, ça doit être du 4,8 ou 5. 4,8, oui. Et ensuite, la BCE a fait un travail pour savoir quelle est cette partie de l'inflation qui est drivée ou qui est tirée par la demande, et c'est seulement 1,5%, me semble-t-il, 1,5%. Là, je dirais, c'est compliqué d'essayer de déterminer les facteurs offre-demande.
Mais là, ça me semble-t-il. c'est compliqué. Donc là, je ne citerai pas de chiffres sur le partage offre-demande, mais en tout cas, les études, et il y en a eu aussi du côté de la Fed, le partage entre, si on compare États-Unis et Europe, on voit bien que l'effet est plutôt côté demande aux États-Unis et côté offre. Mais ça ne veut pas dire, comme tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qu'il a dit, mais ce n'est pas parce que l'inflation au départ vient de l'offre que les banques centrales ne doivent pas agir. Parce que, in fine, l'inflation, comme a dit quelqu'un de célèbre, est toujours et partout un phénomène monétaire. Donc, in fine, l'inflation dépend de la politique monétaire. Alors ça, j'ai une question sur ça. Alors du coup, je vais poser ma question, parce qu'on dit ça, que c'est un phénomène monétaire. Il y a un pays où, pour le coup, les injections de liquidités, la planche à billets a marché très fortement, c'est le Japon. Et le Japon, il n'y a pas d'inflation. Ah, oui, mais le Japon, c'est un pays très bizarre. Il y a La Suisse, c'est pareil. La Suisse aussi qui a fait beaucoup d'injections de liquidités. C'est 2 pays qui sont très très bizarres. Il n'y a aucune réaction des salaires à la création monétaire, à l'activité, etc. Donc on ne peut pas utiliser ces pays comme référence. Donc c'est pas tout le temps un phénomène que monétaire. Il y a des exceptions à la règle. Oui, mais c'était des pays très particuliers. Là, il y a un phénomène, quand on discute avec nos collègues de la Banque du Japon, c'est ce qu'ils appellent un peu l'esprit de déflation, c'est-à-dire que la déflation est tellement inscrite, finalement, ils ont ça depuis 20-30 ans, que ça ne vient même pas à l'esprit des entreprises d'augmenter les salaires, d'augmenter leurs prix. Donc il y a une résistance à cela. D'où l'importance de l'ancrage. Et donc c'est effectivement, la politique monétaire agit aussi via les anticipations. D'où l'importance d'ancrer les anticipations. Mais, Olivier, je peux te poser une question personnelle, mais est-ce que tu n'es pas inquiet? Enfin, je veux dire, on a les évolutions des négociations salariales en France, en Allemagne, dans les pays de l'Est, etc. Il y a 25% d'inflation dans les pays baltes. Est-ce que tu ne te dis pas que vous n'avez pas arrêté le train au moment où il était encore facile de l'arrêter? Est-ce que ça ne va pas être extrêmement difficile d'arrêter ce train inflationniste? Et puis, l'inflation sous-jacente, elle est de 5%, mais elle monte comme ça, de mois en mois. Alors, elle sera combien à la fin de l'année? Ça, 6, 7, etc. Voilà. Est-ce que vous, enfin, je te personnalise bêtement, mais est-ce que aussi, dans le système de banque centrale, vous ne dites pas que ça aurait été mieux de commencer plus tôt à monter les taux? Notre métier, c'est d'être inquiet. Donc, nous sommes, quelle que soit la situation, de la même manière, quand l'inflation était trop basse aussi, là, on n'était pas satisfait. Là, on n'est pas satisfait non plus de la situation. Après, quand tu disais tout à l'heure, c'est certainement pas pour des raisons, parce que tout à l'heure, tu disais peut-être que les banques centrales augmentent lentement leurs taux à cause des États. C'est pas du tout ça qui nous freine. Après, il faut tenir compte du fait qu'on sait qu'il y a des délais d'action de la politique monétaire. Donc, il ne s'agit pas non plus de négliger ce phénomène-là, même si l'inflation aujourd'hui est trop haute. Les mesures que l'on prend actuellement, ça se verra sur l'inflation dans 12-18 mois. Donc, il faut tenir compte de ces décalages. Et puis, donc, en fonction de cela, on ajustera. Après, c'est un métier difficile. Donc, il faut tenir compte après de cette situation, de la situation de l'économie et de s'ajuster. Est-ce que si vous continuez à augmenter les taux l'année prochaine, est-ce que ça ne pose pas un problème pour certains États, type l'Italie, l'Italie est un État qui est relativement très endetté. Je me souviens que François Villeroy de Galhau, donc le gouverneur de la Banque de France, avait dit aux Échos il y a 1 an nous ne sommes pas là pour financer les dépenses publiques françaises. Bon, on pourrait le dire de beaucoup d'autres pays, mais est-ce que ça ne pose pas un problème particulier quand même, cette hausse des taux à la BCE, Florence? Non, mais il y a effectivement un problème italien. Tout le monde sait que l'Italie a une dette publique relativement élevée, un potentiel de croissance, donc une croissance sur le moyen terme qui est extrêmement faible. Et quand on a des taux d'intérêt qui sont très supérieurs au potentiel, à votre croissance potentielle, eh bien, ça provoque des dynamiques de dette qui sont relativement insoutenables. C'est-à-dire qu'en permanence,
Il faut arriver à dégager des excédents avant paiement d'intérêt très forts pour compenser cette dynamique de dette qui fait en permanence monter normalement le poids de votre dette quand votre croissance est inférieure au taux d'intérêt que vous payez sur la dette. Donc cet élément-là, pour l'Italie, il joue. Ceci étant, ce n'est pas le rôle de la Banque centrale de financer les États et ce n'est pas le rôle de la Banque centrale de prendre en compte ces spécificités. Le problème de la Banque centrale, il n'y en a qu'un, c'est que quand elle monte les taux, est-ce qu'on voit des dynamiques de dette s'enclencher qui n'ont rien à voir avec le comportement du gouvernement, le comportement raisonnable du gouvernement? Est-ce qu'on voit des dynamiques anormales de dette s'enclencher? Et si oui, là, la Banque centrale, elle est dans une situation où elle peut intervenir pour éviter que les taux italiens ne montent beaucoup plus que les taux moyens dans la zone euro. Donc le rôle de la Banque centrale, ce n'est pas d'éviter que le taux italien monte. Si tous les taux doivent monter pour freiner l'activité, la Banque centrale est complètement dans son rôle de faire monter le niveau général des taux. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait des spirales, donc des écarts de taux qui s'accroissent quand la Banque centrale monte les taux et qui pénaliseraient indûment l'Italie, simplement parce que les marchés prennent peur. On peut quand même pas, enfin, on peut pas laisser l'Italie sur le bord de la route en leur disant, bah écoutez, vous n'arrivez plus à rembourser votre dette, bah on est désolé, les taux sont trop élevés pour vous. Il y a d'autres moyens aujourd'hui pour que l'Italie trouve des marges de manœuvre budgétaires, et ces moyens, ils se trouvent beaucoup plus du côté des budgets et au niveau européen. Il faut mettre en place éventuellement des facilités d'emprunt européennes, et c'est ce qu'on a fait pendant la crise de la Covid. On avait fait un mécanisme qui s'appelait SURE pour financer les indemnités chômage, et donc c'est la Commission européenne qui empruntait et qui prêtait aux États pour leur permettre de financer leurs indemnités chômage. Le fait qu'il y ait beaucoup d'inflation en Europe va obliger la BCE, la Banque Centrale Européenne, à augmenter ses taux. Et finalement, on va peut-être avoir un saut fédéraliste, en tout cas une sorte de budget commun, ou en tout cas on en discutera probablement dans les prochaines années, parce qu'en fait on n'est pas capable d'absorber un choc comme ça qui touche si différemment les différents pays. Oui, alors en même temps, et là je ne suis pas complètement d'accord avec Patrick, c'est jusqu'où la BCE doit monter les taux, et c'est une vraie question, mais il y a quand même un choc aujourd'hui du côté des prix de l'énergie qui est extraordinairement élevé. Et ce choc, il va freiner l'activité. Si on regarde la hausse des prix de l'énergie, c'est en gros 5 points de transfert de l'Europe vers le reste du monde. Ce n'est pas un choc normal. C'est un transfert de revenus de l'Europe vers le reste du monde de 5 points de PIB. Alors, les États interviennent, ok, ça amortit un peu le choc, mais de l'autre côté, ce choc, à moins que, et là-dessus, je ne suis pas complètement d'accord avec Patrick, à moins qu'il y ait effectivement que les salariés arrivent à indexer leur salaire sur l'inflation et qu'il y ait une vraie spirale salaire-prix qui se mette en place. Mais si cette spirale salaire-prix ne se met pas en place, ce choc, il va freiner l'activité. Et ça fait le travail de la Banque centrale. 5 points de PIB de transfert, c'est pas rien. On est en récession déjà. La récession, elle est là. Donc, effectivement, le travail, la crise énergétique fait qu'une partie du travail est fait. Mais si on prend l'exemple des salaires... La vraie difficulté, c'est de prévoir l'indexation des salaires au prix. Aujourd'hui, on a une indexation des salaires au prix qui est de 0,5, 0,6. Et donc les chocs inflationnistes s'en vont par la récession plus lentement que ce qu'on est. Mais le risque, c'est que si on reste avec une inflation forte, le degré d'indexation des salaires au prix reconverge vers 1. Et si on reva vers 1 sur l'indexation des salaires au prix, alors l'inflation s'en va jamais. Et alors la Banque centrale continuera à monter ses taux parce qu'elle n'est pas engagée à mettre ses taux à 2,5. Je crains que ce que je vois, c'est pas que la France, dans tous les pays, c'est une hausse progressive de l'indexation des salaires au prix qui va tirer cette indexation vers 1 et qui va poser beaucoup de problèmes à la Banque centrale. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aurait mieux valu arrêter l'inflation avant. Anna. Si on prend l'exemple des salaires dans la chimie en Allemagne, je pense que l'Allemagne, ça peut être un étalon pour nous tous. Hier, les syndicats, ils ont négocié 3,5%. Les demandes étaient plutôt autour de 6 au-delà, parce qu'en fait, ils ont eu un compromis qui s'appelle 2 paiements one-off. Donc en fait, je pense que les entreprises sont assez innovantes pour éviter cette spirale inflationniste qui d'ailleurs ne les arrange pas, parce que j'en parlais tout à l'heure du choc de profitabilité. Donc imaginez-vous si le salaire augmente à 10 et pas à 4 ou 5. Le choc de profitabilité, il est encore plus élevé. Et donc, clairement, là, il y a quelque chose d'innovant qui se passe pour tenir sous contrôle cette spirale inflationniste. Donc, effectivement,
Je pense qu'on arrive en Europe à un bon moment. Malheureusement, oui, ça s'appelle la récession, mais c'est un bon moment pour éviter que les hausses de salaire soient beaucoup plus fortes. Ça n'empêchera pas du risque social, ça n'empêchera pas des exceptions qu'on voit en France, des hausses des salaires minimum, mais bon, c'est pas ça qui va faire la spirale inflationniste. Donc clairement, je pense qu'on peut encore être relativement confiant qu'on ne va pas dépasser les 5% en moyenne en zone euro l'année prochaine et arriver dans une surchauffe à l'américaine ou même au Royaume-Uni. Après, il y a d'autres problèmes structurels par rapport aux pénuries de main-d'œuvre. Mais je pense que c'est intéressant, vu qu'on est au cœur du sujet, c'est maintenant que les négociations se passent. Et on voit bien, la chimie, ce n'est pas le secteur qui a été le plus démuni, qui est aujourd'hui très démuni, c'est sûr, face à la crise énergétique. Mais bon, depuis 2 ans, ils font des profits quand même assez forts. Donc, ils auraient pu donner plus que 3,5, mais bon, c'est la réalité économique qui prime finalement. Oui, mais Anna, dans un sens où... Il ne faut pas oublier que des primes, c'est considéré par des employeurs comme du salaire. Hein. Donc, l'astuce des primes... Et on aurait les bons effets de base l'année prochaine. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucun gain de productivité en Europe. Donc les salaires se transforment directement en coûts salariaux, quoi, je veux dire, alors qu'aux États-Unis, il reste un petit peu de gain de productivité, et que ça fait une grosse différence. Et donc s'il y a, je pense que ça sera plutôt 6, mais enfin même 5 de salaire en Europe l'année prochaine, ça sera 5 d'inflation de base, quoi, hein, et voilà. Enfin, en même temps, tout ce qu'on connaît en termes de difficultés de recrutement, etc., vont progressivement disparaître à mesure que l'activité va ralentir. Non, les difficultés de recrutement, c'est uniquement dû en Europe, pas du tout les États-Unis, c'est à la baisse de la durée du travail par salarié. On travaille 2,5% de moins qu'il y a 2 ans en Europe. Et les difficultés de recrutement, il y a plus de salariés dans la restauration aujourd'hui en France sauf que les restaurateurs cherchent désespérément des salariés parce que leurs salariés travaillent 4 ou 5% moins. Après, pour la question de la restauration, je suis pas sûre que ça soit un bon exemple puisqu'il y en a qui disent que en fait les aides étaient faites en fonction du nombre de salariés et qu'il y a en fait du travail au noir qui est remonté à la surface. C'est tous les secteurs. Il y a un choc de durée du travail négatif en Europe qui est très important et qui explique la très forte hausse de la demande d'emploi. Oui, mais tout ça va quand même, le marché va un peu se refroidir si on connaît, on est en récession, on va être en récession d'ici peu. Mais regarde les États-Unis, enfin je veux dire, ils sont en récession depuis le 1er janvier et les créations d'emplois continuent. Et création continue parce qu'il y a eu des difficultés d'embauche et les entreprises résorbent les difficultés d'embauche avant de ralentir l'emploi. Est-ce qu'on n'a pas un autre problème en Europe? Je crois que Patrick, c'est vous qui l'avez évoqué, et qui est assez critiqué, notamment par le chef économiste du FMI, le Fonds monétaire international, qui dit écoutez, en fait, vous êtes dans une voiture, là, et vous appuyez en même temps sur le frein et l'accélérateur. À savoir, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, plus ou moins quand même, pour calmer la demande. Et de l'autre, les gouvernements européens, vous dépensez, l'Allemagne a annoncé 200 milliards d'euros sur 2 ans, la France dit moi je vais dépenser 100 milliards, je crois, sur 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et finalement, ce sont des aides, les 30 centimes sur le litre de carburant, qui soutiennent la demande. Donc, est-ce qu'on n'a pas un problème avec ces politiques-là? Mais on est resté dans la psychologie des années 80 de Volcker. On n'ose pas faire des atteintes au pouvoir d'achat en Europe. Alors, les Américains, ça ne les gêne pas de faire des atteintes au pouvoir d'achat. Et donc, les gouvernements stabilisent le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat du revenu disponible en Europe, il va être un tout petit peu négatif cette année, mais enfin très peu, alors que le pouvoir d'achat du salaire va être à peu près à -4. Donc les gouvernements ont comblé 4 points de pouvoir d'achat dans les comptes des ménages. Et évidemment, c'est inflationniste, et en plus, c'est très très mauvais pour la transition énergétique, parce que ce pouvoir d'achat, il est déversé sur la consommation d'énergie. Donc, il y a d'un côté des banques centrales qui essaient de freiner l'inflation, et d'autre côté des gouvernements qui disent surtout ne renoncez pas à partir en week-end. Donc, effectivement, c'est une contradiction assez forte. Bon, c'est pas autant que dans les années 80, parce que le déficit public européen va être à peu près stable cette année, l'année dernière et l'année prochaine, ça sera à peu près le même. Mais enfin, c'est quand même relativement choquant. Surtout, c'est choquant parce que ça porte sur l'énergie. Olivier, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que la politique budgétaire aujourd'hui des États européens
vous vous dites, c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait. En tout cas, on le prend en compte. Après, il y a des moyens éventuellement quand on veut faire des aides. Si vous prenez ce qui a été proposé par exemple par la commission d'experts en Allemagne, qui consiste à dire, par exemple, on prend votre facture de l'année précédente, votre facture de gaz ou d'électricité, et à ce moment-là, on va vous fixer un prix administré sur 80% de votre consommation de l'année précédente, mais sur les 20% restants, là, vous êtes au prix de marché. Ce qui fait que l'incitation à faire des économies d'énergie, y compris là, du point de vue de la planète, comme le disait Patrick, reste. Donc il y a des moyens éventuellement d'aider tout en maintenant le signal prix. D'accord. Il y a vraiment une question de ciblage. Il y a un manque de ciblage et effectivement, il y a des manières un peu intelligentes de faire les choses pour que le signal prix, parce que certes, le prix indique quand même la rareté, donc on est vraiment dans cette idée où il y a quand même une critique implicite de ce qui est fait en France, où justement tout le monde est aidé de la même façon. Moi, qui gagne relativement bien ma vie, j'ai mes 30 centimes de subvention à la pompe, alors que j'en ai pas besoin. Il ne m'appartient pas, en tant que banquier central, de commenter ce qui est fait par les gouvernements. Okay. Mais je rappelle que du côté FMI, puisque là on citait, le FMI ne dit pas il ne faut rien faire. C'est ce qu'on appelle en anglais les 2 T, targeted and temporary, c'est-à-dire ciblé et temporaire. Les ménages, il faut cibler les gens qui sont les plus pauvres. Là, pour donner l'argument un peu français, gouvernemental, même si là je quitte un peu ma casquette banquier central, l'argument c'est de dire en France, il y a une spécificité, c'est que les minima sociaux sont indexés. Donc, ce qui modifie un peu les choses, puisque le minima sociaux, le salaire minimum, les pensions, les petites pensions sont indexés. Donc, en quelque sorte, les bas revenus sont protégés contre cette hausse de l'inflation, d'où peut-être un ciblage différent et des modalités différentes. Ok. Alors, on va peut-être prendre des questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Allez, ne soyez pas timides. Sinon, j'avais une question pour Olivier. Bon, j'ai une question pour Patrick. Une question... Non, allez, attends. Il y a une question là-bas, pardon. Allez-y, monsieur. Il y en a 2. Pardon. Oui, merci. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour la qualité des débats et les discussions qu'il peut y avoir entre vous, même si je vois quand même une tendance dominante qui se dessine. On nous dit le choix est entre laisser filer l'inflation. Bon, manifestement, c'est un choix qui est écarté. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on s'attaque à l'indexation, ou du moins à la compétition entre les prix, les salaires et l'inflation. En quelque sorte, la hausse des salaires serait responsable de l'inflation ou du moins de son aggravation. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, conclusion, ce qu'on nous propose d'une manière ou d'une autre, c'est une poursuite de la modération salariale étant un euphémisme, bien sûr, pour dire que la part des salaires a depuis 10, 15 ou 20 ans diminué à l'intérieur du produit intérieur brut. Donc voilà, je suis quelque peu inquiet de ce que j'entends à ce niveau, d'autant que, je dirais, dans une entreprise comme dans l'économie, les salaires ne représentent pas la totalité du coût. D'ailleurs, on parle de coût salarial. On pourrait s'intéresser à cette notion de coût qui est évidemment négative.
alors que quelque part, les salaires traduisent un élément de la production. Encore plus inquiétant, c'est qu'on nous dit qu'au niveau des États, il y a de la marge. Alors de la marge, pourquoi ? Je suppose que implicitement, c'est la marge pour baisser les dépenses. Donc voilà, je voulais réagir par rapport à ce que j'ai entendu. Okay. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre est-ce que finalement la Banque centrale, ce qu'elle veut, c'est surtout que mon salaire n'augmente pas? Mais non. D'abord, la Banque centrale européenne, dans sa version récente, a fait tout l'inverse. Elle a soutenu l'économie, elle a soutenu les dépenses publiques, etc. Mais non, mais ce que vous dites, ça renforce le poids de ce que je disais avant. On serait bien mieux avec une inflation beaucoup plus faible, où ces questions ne se posaient pas. Quand on avait 1% d'inflation, cette inflation était compensée par l'ancienneté, par les augmentations individuelles, et il n'y avait pas besoin d'indexer les salaires. Si vous avez 4 ou 5% d'inflation, vous avez besoin d'indexer les salaires. On ne peut pas laisser les salariés perdre du pouvoir d'achat continuellement. Et donc on serait bien mieux à retourner le plus vite possible à une inflation le plus faible possible, ce qui éviterait de se poser toutes ces questions. Mais c'est vrai que, quoi qu'il en soit, dès qu'on a de l'inflation, ça pose la question du partage de la valeur. Et donc bien évidemment que... alors, normalement, si on regarde bien, moi c'était ma question, si on monte à 7%, regardez ce qui se passe en termes de taux, je veux dire, de regarder pas simplement en termes d'inflation, mais qu'est-ce que ça a comme implication dans toute l'économie, en termes de chômage, en termes de faillite, oui, possiblement, et socialement parlant, et là pour le coup je rejoins monsieur, socialement parlant, ça peut aussi avoir... Mais oui, mais c'est pour ça qu'il aurait fallu agir beaucoup plus vite. Parce que si on avait agi au printemps, on aurait eu une inflation faible à combattre. On va agir en mars, avril, mai 2023 avec une inflation au-dessus de 10% largement, et ça va extrêmement, dur. La hausse des prix, c'était Poutine. Les prix de l'énergie, c'est Poutine qui dit. Non, c'est bien avant Poutine. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qui est l'inflation, c'est un conflit de répartition entre entreprises et salariés? Non, celui-ci non. Nous perdons 4 points de PIB de revenus au profit des producteurs de pétrole. C'est un conflit de répartition. C'est un conflit de répartition avec le reste du monde. Et donc la question centrale, et ce que dit Agnès Benassi par exemple partout, c'est qui va prendre la facture de 4 points de PIB, de facture de hausse des prix des produits pétroliers. L'État ne peut pas faire ça jusqu'à la fin des temps. Et donc quelle partie sera payée par les ménages, quelle partie sera payée par les entreprises? Et c'est ça le sujet central. De toute façon, nous n'évitons pas, nous avons reçu une facture de 4 points de PIB de hausse de notre facture pétrolière. Alors, Bonjour. Merci déjà d'être là pour cette présentation qui est très instructive. Simplement, j'avais une question. Vu que le thème du printemps de l'économie de cette année, c'est la sobriété et la crise écologique, j'ai l'impression que vous n'en avez pas beaucoup parlé en fait dans cette présentation. Et donc, je voulais vous interroger sur les possibilités de la Banque centrale d'agir justement en soutien à ces politiques de transition énergétique, avec en connaissance l'idée que l'augmentation des prix du pétrole sont peut-être dues à une pénurie de pétrole, pas seulement à la guerre en Ukraine, mais qui est plus structurelle, comme ont pu montrer certains rapports, par exemple le rapport du Shift Project, qui a montré qu'il y allait avoir une décrue énergétique des exportateurs de pétrole mondiaux, et donc notamment en Europe, très importante, avec une division par 2 d'ici à 2050. Donc, par rapport à ça, est-ce que la lutte contre l'inflation, qui du coup, comme vous l'avez dit, est un signal de la rareté des ressources, est-ce vraiment un choix pertinent du coup, et qu'est-ce que peut faire la Banque centrale par rapport à ces problèmes de ressources? Alors, je pense que la question s'adresse à moi. Alors, premier élément, c'est que c'est d'abord et avant tout des gouvernements que dépend la politique en matière de transition climatique et énergétique.
Donc là, puisque là, ça appartient au gouvernement, au Parlement, qui doivent prendre des décisions, par exemple sur la taxe carbone ou sur des éléments de ce type-là. C'est une décision démocratique, ça ne relève pas de la Banque centrale. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la Banque centrale ne peut pas faire un certain nombre de choses, et la Banque centrale européenne en particulier, sous la présidence de Christine Lagarde, qui est très engagée sur ces sujets, et la Banque de France aussi, qui est très active dans ce domaine-là. Alors, on agit par différents domaines. D'abord, en tant, par exemple, Banque de France, nous sommes superviseurs du secteur des banques et assurances. Et donc là, dans le cadre de cette supervision, là, on introduit notamment, alors on fait ce qu'on appelle des tests de résistance sur les banques et les assurances, et dans lequel on évalue, on fait quel peut être dans des cas dans le cas d'une transition, des chocs de transition climatique, comment vont réagir les bilans des banques et des assurances, et donc pour prendre en compte cela dans un certain nombre et de dire à ce moment-là aux banques et aux assurances, là vous êtes trop exposés, et donc de les inciter à modifier leur structure de bilan. Donc là c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet là dans le cadre de la politique monétaire. Dans le cadre de la politique monétaire, c'est de prendre en compte, alors là c'est un peu compliqué, là je rentre dans la technique, mais lorsqu'on fait des opérations de politique monétaire, donc on prête de l'argent aux banques et en contrepartie, on prend ce qu'on appelle du collatéral, c'est-à-dire des actifs que nous passent les banques pendant le temps où on leur donne cette liquidité. Et maintenant, pour évaluer ce collatéral, jusqu'ici on prenait en compte que le risque financier. Là, on est aussi en train de prendre en compte les risques en matière climatique, donc ce qui incite aussi le secteur financier à avoir des actifs dans lesquels ils intègrent tous ces éléments-là. Et en tant qu'investisseur aussi, puisque la Banque de France a un portefeuille d'actifs, nous avons aussi verdi le portefeuille que nous détenons. Donc il y a un certain nombre d'actions, mais je le répète, nous, ce n'est pas nous qui sommes les premiers à devoir agir, c'est d'abord à vos élus et à votre gouvernement d'agir. Je voulais juste compléter un point qui est important à mon avis, c'est un plan d'investissement qui a vocation justement à améliorer les infrastructures, à aider la transition énergétique. Et donc ça, c'est là où la Banque centrale peut intervenir par un coût moindre finalement pour ce genre de projet-là. Et je vois le secteur privé, que ce soit les assureurs ou les banques surtout, de plus en plus en faire ça. Mais derrière, il n'y a pas une politique verte across the board, comme on dit, aux banques centrales. Donc probablement que c'est ça ce qui va devoir aussi venir, surtout que là, aujourd'hui, certains acteurs se posent de plus en plus la question sur est-ce que si on câble les prix énergétiques, est-ce que c'est encore intéressant pour faire du renouvelable? A priori, oui, à 180 € par mégawatt, ce qu'on a décidé. C'est quand même 4 fois plus que ce qu'on a pu budgéter dans le passé, mais la question se pose parce que ce sont des projets de très long terme, avec du risque. Donc, je pense qu'il y a un accompagnement à faire sur des plans d'investissement dirigés vers cette transition énergétique. Ok. On a encore le temps pour une question? Alors là-haut, il faut que vous montiez. Il y en a une là-haut, oui. Étant donné que l'euro perd de la valeur, vous pensez que d'ici quelques années, nous passerons au franc ou pas? On n'a pas entendu, pardon. Étant donné que l'euro perd de sa valeur, pensez-vous que d'ici quelques années, nous passerons au franc? Alors, allez-y. Pas plus de valeur. Non, alors là, je crois qu'il n'y a pas du tout de retour au franc qui est ni prévisible ni prévu. Donc là, vous pouvez avoir confiance. Et en tout cas, c'est notre rôle en tant que Banque centrale et justement aussi en assurant la stabilité monétaire, c'est bien d'assurer la stabilité et la pérennité de l'euro. Cette table ronde est terminée. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup.